Bienvenue dans le débat. Xi Jinping et Vladimir Poutine ont mis en scène leur proximité à Tianjin, dans le nord de la Chine. À l'occasion du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, Poutine a évoqué des relations à un niveau sans précédent. Xi Jinping a salué une relation de collaboration stratégique complète entre les deux pays. Demain, à Pékin, Poutine sera assis à une place d'honneur à la tribune sur la place Tiananmen pour assister au défilé militaire organisé par le président chinois. Côté économique, les deux chefs d'État ont signé un accord qui vise à augmenter les livraisons de gaz à la Chine et conclut un protocole d'accord pour construire un nouveau gazoduc de grande capacité, le Power of Siberia 2. Alors on va revenir sur cette relation entre Poutine et Xi Jinping. Quelle est finalement la nature de leur lien stratégique, économique, idéologique? Qu'est-ce qui les rapproche? Est-ce leur confrontation avec l'Occident? Avec la guerre en Ukraine, cette relation est-elle asymétrique? Ne sont-ils pas aussi des rivaux? On en parle tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir Jean-Paul Chang à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Économiste et cofondateur de la Lettre de Chine. Bienvenue à vous. En face de vous, Emmanuel Linco. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris, directeur de recherche associé à l'IRIS et également co-auteur de l'Asie, terre de conflit, enquête sur la nouvelle poudrière mondiale, et c'est aux éditions du CERF. Jean-Maurice Ripper est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie, également ancien ambassadeur de France en Chine. Votre livre, Diplomatie de combat, c'est aux presses de La Cité. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Elena Voyochine est avec nous ce soir. Bonsoir Elena, grand reporter à France 24, notre ancienne correspondante d'ailleurs en Russie, auteur de Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine, et c'est sorti aux éditions Autrement. Avant notre discussion, je vous propose d'abord un retour en images sur cette journée, sur cette rencontre à Tianjin entre Xi Jinping et Vladimir Poutine avec Ludovic de Foucauld. Il ne pouvait afficher proximité plus étroite. Au menu de la 45e rencontre des dirigeants chinois et russes, promenade, cérémonie du thé, poignée de main et déclaration au diapason entre deux hommes qui louent leur vieille amitié. La Chine est disposée à collaborer avec la Russie pour soutenir la revitalisation et le développement mutuel de nos relations, défendre résolument la justice et l'équité internationale, ainsi que promouvoir et construire un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable. Notre étroite interaction reflète la nature stratégique des relations russo-chinoises qui atteignent un niveau sans précédent. Symbole de ce partenariat autoproclamé sans limite, la signature ce mardi d'un accord entre la China National Petroleum Corporation et Gazprom pour augmenter les livraisons de gaz russe à la Chine et construire un nouveau gazoduc qui pourrait approvisionner le pays pendant 30 ans. Pékin a même annoncé qu'à partir du 15 septembre prochain et pour une période expérimentale d'1 an, les ressortissants russes bénéficieront d'une exemption de visa pour des voyages en Chine jusqu'à 30 jours. Le monde, ou plus précisément une partie du monde, se presse à Pékin. Outre Vladimir Poutine et le président iranien, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, dont le train est arrivé en Chine, est attendu autour de Xi Jinping. La Chine démontre ainsi son influence auprès d'un groupe de régimes autoritaires que certains observateurs ont baptisé l'axe du bouleversement. À Pékin, il n'échappe à personne que les dirigeants occidentaux sont laissés à l'écart. Monsieur l'ambassadeur, je commence par vous parce que vous êtes le diplomate de ce plateau. C'est une amitié stratégique entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Comment vous la caractérisez ? C'est peut-être stratégique, je doute que ce soit une grande amitié. Il suffit de regarder le body language, comme on dit en français, de nos amis Xi Jinping et Vladimir Poutine. Ils ont quelque chose en commun qu'ils partagent évidemment et qui compte énormément, c'est que ce sont des autocrates. Ce sont des dictateurs, il faut appeler les choses par leur nom. Des gens qui exècrent la démocratie, les droits humains, et qui n'aiment pas l'ordre international tel qu'il existe avec les Nations Unies en leur centre. Donc ça, c'est le cœur de leur amitié. Ensuite, il s'est passé des bouleversements au cours des dernières années qui font que la Russie est devenue extrêmement dépendante de la Chine. Je lisais aujourd'hui, la Chine, c'est 26% du commerce extérieur russe, alors qu'à l'inverse, la Russie, c'est 3% du commerce extérieur chinois, je crois. Monsieur Chang nous dira si je me trompe ou pas. On y reviendra, c'est depuis la guerre en Ukraine. Très asymétrique. Alors, il faut se méfier. C'est très justement dit. C'est une mise en scène. Pardon, un exemple. L'augmentation, bien sûr, des livraisons de gaz. Vous savez que le gaz russe est bradé
pour qu'il puisse être vendu. Et deuxièmement, le nouveau gazoduc, sauf erreur de ma part, faisait déjà partie d'un accord signé quand j'étais ambassadeur à Moscou, c'est-à-dire il y a à peu près 10 ans. Comme le doublement d'ailleurs du transsibérien, on n'en a jamais vu la couleur. Les Chinois n'ont jamais voulu avancer un yuan pour financer tout ça. Donc, méfiance. Donc c'est de la poudre aux yeux un petit peu. On est dans l'affichage. Non, pas entièrement. C'est aujourd'hui un combat que la Russie a rejoint au niveau international contre la démocratie, contre les droits humains et contre l'ordre international multilatéral, quoi qu'en dise M. Xi Jinping. Emmanuel Linco, c'est leur 45e rencontre, d'après ce que j'ai lu, depuis que l'un et l'autre sont au pouvoir. Vous diriez aussi, comme Jean-Maurice Ripert, que c'est stratégique, mais ça n'est pas tout à fait une amitié. Est-ce que ça serait une relation idéologique anti-occidentale ? Anti-occidentale, oui, mais rien de nouveau sous le soleil. Et rien de nouveau sous le soleil depuis au moins Bandung 1955. Justement, la rébellion des pays du tiers-monde et la volonté de trouver une troisième voie, etc. Quelque part, c'est la Chine qui devient le porte-parole quasi officiel du Sud global. C'est ça qui a changé, peut-être. Parce qu'elle est plus puissante aujourd'hui. Parce qu'elle est plus puissante, c'est évident. Mais en même temps, le Sud global, tout comme l'Occident d'ailleurs, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on le voit, le dirigeant iranien serre la main de son homologue russe, etc. Modi également pour l'Inde se rend à Pékin. Je pense qu'il faudra en parler, c'est important. Mais en réalité, leurs intérêts sont fondamentalement divergents. Modi, je ne suis pas sûr qu'il assiste au défilé militaire demain, d'ailleurs. Voilà. Mais au sommet de l'organisation. Il était au sommet de l'organisation jusqu'à hier, d'ailleurs, le Premier ministre indien. Jean-Paul Chang, les liens économiques dont on parlait il y a un instant, cet accord, donc vous aussi, vous pensez que ce Power of Siberia numéro 2, ce gazoduc, c'est un peu l'Arlésienne entre les deux pays ? Oui, parce que les négociations ont commencé en 2006, je crois. Et donc, il y a eu beaucoup de difficultés. Mais pourquoi les Chinois ne veulent pas construire ce gazoduc ? Les Chinois voulaient, mais simplement, le rapport de force à l'époque entre la Russie et la Chine n'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc, à l'époque, les Russes ne voulaient pas faire de concessions du tout sur le prix, par exemple. Et les Chinois n'étaient pas prêts non plus à investir s'ils n'obtiennent pas un bénéfice sur le prix. Donc, tout ça, c'était compliqué. Mais enfin, on a quand même un premier gazoduc qui fonctionne, qui passe par la Mandchourie et qui délivre aujourd'hui 100 milliards de mètres cubes par an. Donc maintenant, de la Russie vers la Chine. Donc c'est ce qu'on appelle le Siberia 1, je crois. Et vous avez maintenant la partie occidentale de Sibérie, où ils ont découvert effectivement le gisement de gaz énorme. Et c'est ce gisement qui est concerné. Donc Gazprom a annoncé qu'ils ont signé cette fois-ci un document, ils ont bien précisé, qui est légalement, binding, c'est-à-dire en fait un document qui est enfin légalement bien verrouillé, quoi. Donc voilà. Pour la construction de ce second gazoduc. Donc apparemment, les Gazprom considèrent qu'effectivement qu'il n'y a pas d'autre solution pour remplacer le client qui était l'Europe, que de foncer cette fois-ci. Donc autant dire que les Chinois, pour eux, c'était un effet d'aubaine. C'est-à-dire, cette fois-ci, ils ont dû lever toutes les difficultés pour fixer le prix. D'ailleurs, le patron de Gazprom, il a dit que, effectivement, le gaz sera moins cher qu'ailleurs parce que, évidemment, le trajet est moins long, donc il y a moins de coûts de transport. C'est une façon d'admettre qu'effectivement, il y a des grandes concessions de la part des Russes sur le prix, et cette fois-ci, ça a été signé. Donc, voilà. Le narratif sur la Seconde Guerre mondiale, revu par Xi Jinping, demain a lieu ce grand défilé militaire à Pékin à l'occasion des 80 ans de la Seconde Guerre mondiale. On va écouter justement le président chinois. Nous devons défendre l'équité et la justice, promouvoir une perspective historique correcte sur la Seconde Guerre mondiale et nous opposer à la mentalité de guerre froide, bloquer la confrontation et les pratiques d'intimidation. Elena, je me tourne vers vous parce que vous avez beaucoup travaillé justement sur cette redéfinition de l'histoire par Vladimir Poutine. Et là, on a l'impression qu'ils ont un peu ça en commun finalement. Xi Jinping qui veut remettre un peu au goût du jour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, comme finalement Poutine l'a fait avec sa grande guerre patriotique. Je cite d'ailleurs Poutine aujourd'hui, c'est rendre hommage aux exploits de nos peuples, peuple russe et peuple chinois, c'est confirmer le rôle crucial de nos pays dans la victoire sur les axes européens et asiatiques.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans une autre traduction de ce sonore, peut-être que vous l'avez entendu en version originale, moi j'ai lu que Xi Jinping parlait quasiment de rétablir la vérité historique sur les vrais vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là un axe narratif central, évidemment, dans le mythe qu'a écrit Vladimir Poutine autour de la guerre en Ukraine aujourd'hui, à savoir qu'il est dans la poursuite d'un combat de la Russie contre le nazisme. Et le discours sur les falsificateurs occidentaux de l'histoire qui voudraient s'arroger cette victoire, les alliés occidentaux, eh bien ça, c'est quelque chose qui est présent depuis les années 2000 chez Poutine, mais on l'a vu qu'il a vraiment mis en œuvre cette ligne narrative à partir de 2014, lorsqu'il a labellisé la révolution pro-européenne de Maïdan de coup d'État fasciste, et autour de cela, il a justifié son invasion de l'Ukraine par ce narratif-là. Et le fait qu'aujourd'hui, Xi Jinping se l'approprie aussi et le met en avant, alors qu'on est là dans une rencontre qui pour le moment est économique, on n'est pas encore demain, mais demain, ce défilé sera extrêmement important et symbolique. Xi Jinping qui a assisté cette année au défilé des 80 ans à Moscou le 9 mai 2025, donc 3 ans après l'invasion à grande échelle à l'Ukraine. Il vient pour cette grande démonstration et Vladimir Poutine, pour lui, aux yeux de son peuple, c'est extrêmement important puisqu'il a installé la Russie dans une guerre quasiment sainte, qu'il dit d'ailleurs, de dénazification de l'Ukraine. Et donc Xi Jinping envoie un signal très fort aujourd'hui par cette déclaration parce que jusqu'à présent, bien que la Chine fait partie des pays qui ont justement voté contre à l'ONU la qualification d'agression de l'Ukraine, mais il était très en retrait. Par exemple, le plan de paix qui a été présenté par la Chine et la Russie parlait de paix dans le monde sans désigner les coupables, mais il n'était pas dans ce discours. C'est la première fois en tout cas que moi de mon côté, mais vous en savez sans doute plus que moi, que j'entends Xi Jinping se réapproprier ce discours sur les falsificateurs de l'histoire. Oui, pourquoi? Je vous donne la parole, Jean-Paul Chang. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? On a l'impression qu'il veut redonner, dire que ce sont les communistes qui ont gagné finalement contre les Japonais plutôt que les nationalistes. Est-ce qu'il y a aussi un peu de ça? Non, c'est un peu cohérent avec ce qu'il a déclaré pendant le sommet de l'organisation de coopération de Shanghai, c'est-à-dire en fait, son discours c'est il faut que la justice triomphe. Ça veut dire que l'ordre mondial aujourd'hui est injuste. Ça veut dire que pourquoi revenir à la Seconde Guerre mondiale ou à ces 80 ans? Parce que, au sens effectivement aussi de Poutine, il considère qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 5 puissances victorieuses qui ont été les principaux vainqueurs de l'histoire, c'est-à-dire la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Angleterre, et on a rajouté la France. Donc c'est pour ça qu'il y a les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Or, depuis, effectivement, les Chinois considèrent, tout comme Poutine, qu'on a de plus en plus effacé le rôle fondamental joué par au profit finalement des victoires remportées par les Occidentaux. Donc ils essaient de rééquilibrer ce narratif historique. Mais c'est un rééquilibrage ou c'est une transformation de la vérité? Dans le sens, moi, je ne rentre pas dans le narratif des uns et des autres. Je dis simplement que de la part des Chinois, une tentative de rééquilibrage pour des fins diplomatiques. Néanmoins, il y a une guerre idéologique par rapport à Taïwan, puisque le véritable vainqueur côté chinois de la Seconde Guerre mondiale, ce ne sont pas les communistes, mais c'est la Chine nationaliste, comme vous le disiez, en effet, dont le gouvernement s'est réfugié, comme on le sait, à partir de 1949 à Taïwan. Donc c'est une façon, là aussi, en interne, si je puis dire, pour Xi Jinping de neutraliser Taïwan. Oui, moi je pense que si vous voulez, c'est clairement la même idée dans les deux pays. Il faut reconstruire un discours historique qui cadre avec la volonté affichée de tout changer et de tout bouleverser. La négation, c'est juste un récit, le simple fait de parler des sources européennes du conflit en ne mentionnant pas le nazisme est tout à fait exceptionnel. Moi, dès les premiers défilés à Moscou en 2014, j'étais sidéré d'entendre que la Russie avait gagné la guerre contre le nazisme contre les pays européens. On ne citait pas les alliés européens, on ne citait pas l'effort de guerre. Pardon, je voudrais dire deux autres choses. On ne citait pas les efforts de guerre européens. Tout le monde sait que sans l'aide américaine, notamment, jamais la Russie n'aurait pu survivre aux sièges, notamment, qui ont eu lieu à Sébastopol, à Leningrad et à Stalingrad, et de même qu'on nie la Shoah. Donc il s'agit aujourd'hui de nier, puisqu'il faut nier le rôle de combattre l'Occident, quoi que ça veuille dire, c'est-à-dire plus grand-chose aujourd'hui, il faut fabriquer un ennemi. C'est extrêmement simple. L'ennemi aujourd'hui, c'est devenu l'Europe, parce que ce sont les pays démocratiques. Pardon, moi je voudrais dire deux choses quand même. Allez-y, Jean-Maurice. Le symbole, par rapport à ce que vous avez dit, le symbole de ce qui va se passer demain, c'est tout simplement aussi le recours à la menace.
C'est la tradition russe et chinoise. Quand on ne sait plus quoi faire pour essayer de créer un rapport de force, on menace. C'est ce que font les Chinois à Taïwan, c'est ce qu'ont fait les Russes en allant plus loin, puisqu'ils ont envahi l'Ukraine. Troisièmement, excusez-moi, combattre la guerre froide, c'est le contraire. Ce que veut Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est recréer les conditions de la guerre froide, c'est-à-dire le moment où la Russie et les États-Unis décidaient du sort du monde. Problème, la Chine aimerait bien que ce soit avec la Chine que les États-Unis décident du sort du monde. Et là, il y a une vraie fracture entre Moscou et Pékin, selon moi. Jean-Paul Chang, tu voulais réagir là-dessus ? Oui, enfin moi je mettrais un peu de bémol sur cette l'importance de parade militaire, parce qu'en fait à Moscou, avant la guerre en Ukraine en 2014, tous les 5 ans, je crois, en 2005, Jacques Chirac y était, George Bush y était, ils ont assisté à des défilés de la commémoration de la grande victoire de la guerre patriotique. En 2010, si je me rappelle bien, le régiment Normandie-Niemen a défilé sur la place Rouge le 9 mai. Donc après, les relations sont tendues. Alors à ce moment-là, l'histoire, le narratif change, d'un côté comme de l'autre. Donc on a du mal à parler de ça. Pour les Chinois, je suis d'accord avec ce qu'a dit Emmanuel Linko. Il y a un message qui est très clair, parce que la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est les accords de Potsdam, entre autres. C'est aussi les accords du Caire qui spécifient, qui stipulent clairement que Taïwan, qui a été pris par les Japonais en 1895, revient à la Chine. Donc ça, c'est très important qu'ils célèbrent cette victoire, l'histoire de... Donc c'est bien pour montrer que Taïwan appartient à la Chine. Enfin, autres, c'est voilà. un peu le message que vient de souligner Emmanuel Linko. Mais à mon avis, l'autre événement, c'est évidemment la venue de Kim Jong-un à Pékin. Alors, bien sûr, cela rehausse le prestige international du Nord-Coréen, mais à mon avis, c'est aussi révélateur des tensions entre Moscou et Pékin. Parce que depuis 2024, Russes et Nord-Coréens avaient signé un accord de défense mutuelle aux dépens de Pékin, en somme. Pékin a été mis devant le fait accompli. Comme Pékin a été mis devant le fait accompli, dès lors où Pyongyang a envoyé 10 000 soldats sur le front ukrainien. Là, à mon avis, c'est une façon pour Xi Jinping de reprendre la main. Oui, ça pourrait être au contraire une façon de dire à Poutine, j'accepte le fait que finalement vous ayez dit il a très mal accepté la rencontre. Il a très mal accepté justement la rencontre en 24. Vladivostok. Et puis l'autre chose, alors on pourra peut-être développer si nous en avons le temps, je pense que ce grand raout auquel nous allons assister est une façon aussi pour Xi Jinping de dire j'ai la main sur l'armée, sur ma propre armée. Car on n'est pas sans savoir que dans le courant de l'été, il y a eu sinon des velléités de coup d'État contre Xi Jinping venant de son propre état-major. En tout cas, il y a des grincements de dents et un dissensus réel au sein même de l'armée par rapport à la conduite Donc des vous affaires voyez une étrangères reprise en main, menée par vous. Xi Jinping. Oui. Jean-Paul Chang, vous aussi, une reprise en main quand même de l'armée demain ? Oh non, je ne pense pas, par exemple, c'est pas un défilé du 14 juillet qui va calmer éventuellement des dissensions à l'intérieur d'une armée. Non, ce que je veux dire, c'est que le fait qu'ils célèbrent cet anniversaire et de rappeler leur legacy comme vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, c'est effectivement une tentative de se rehausser au niveau des rangs de ce monde et de rappeler un certain nombre de choses, dont l'appartenance de Taïwan à la Chine. Sinon, tout le reste, quand même, si vous regardez l'ensemble des gens qui sont là, c'est quand même surtout une réunion régionale, quoi. À partir d'un... Je ne serais pas content de vous entendre, là. Si vous dites réunion régionale... Non, mais c'est important, c'est la grande région. Le mot important, c'est l'Eurasie. C'est toute l'Eurasie, à l'exception des pays occidentaux, de l'Europe occidentale. Donc c'est quand même tout un continent. Et donc il y a tentative quand même de Xi Jinping de faire quand même une proposition pour la gouvernance mondiale. Ça, oui, il affiche son ambition de dire
je veux un autre ordre mondial que celui d'aujourd'hui. Alors on va revenir un petit peu sur l'historique de ce rapprochement entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, parce que tous autour de cette table vous dites ça n'est pas nouveau. On va retrouver un peu des images. 2014. Alors 2014, ce sont les JO d'hiver de Sotchi. Février 2014. Xi Jinping vient d'arriver au pouvoir et il a fait le déplacement pour la cérémonie d'ouverture. Voilà, on les voit donc tous les deux en train de se serrer la main, Poutine et Xi Jinping. Et ce qui est intéressant, c'est que d'abord, manifestement, les prédécesseurs du président chinois n'avaient pas fait ce déplacement pour l'ouverture des JO et que surtout, Obama et Merkel avaient, eux, évité de s'y rendre parce qu'ils protestaient contre des lois anti-LGBT de la Russie, Elena. Donc là, il y a déjà, on peut dire qu'il y a presque un positionnement déjà lors de ce premier événement de ces deux pays contre finalement l'Amérique et même l'Europe. Oui, après, ce n'était pas la première fois qu'ils se voyaient, mais effectivement, moi, je me rappelle avoir couvert ces Jeux Olympiques de Sochi. Et à l'époque, c'était pas tellement un événement, en fait, parce que Vladimir Poutine n'était pas dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui, avec un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. C'était pas du tout le paria. Au contraire, ces Jeux Olympiques de Sochi étaient aussi étaient grandioses. Il avait construit mais il avait déjà envahi l'Ukraine. Non, c'était juste avant. C'était en février, juste avant. Février 2014. Oui, l'annexion de la Crimée a commencé 2 semaines après, parce que là, on est début février 2014. Donc justement, le but est d'en jeter plein les yeux à la communauté internationale. Et en fait, cette rencontre-là avec Xi Jinping était juste vue comme un événement parmi d'autres de la diplomatie russe, parce que Vladimir Poutine n'était pas encore isolé comme il l'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, il ne l'est pas, puisque c'est justement l'objet de notre débat aujourd'hui. Mais ce n'était pas du tout le paria qu'il est devenu aujourd'hui sur la scène internationale. Vous vouliez dire... Oui, non. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on oublie toujours que les relations russo-chinoises se sont rapprochées beaucoup sous Eltsine. Eltsine et Jiang Zemin, à l'époque, c'était très, très rapproché. Les Russes ont changé totalement l'attitude dans le problème de livraison d'armes ou de technologie militaire aux Chinois. Et les Chinois étaient extrêmement reconnaissants. Ce qui fait qu'arrivé en 2001 à peu près, du temps de Jiang Zemin, les Chinois ont signé... Alors, ils n'ont jamais envisagé ça. Ils ont signé un accord définitif de délimitation de frontières sino-russes. Donc ça, c'est la partie qu'on néglige un peu. Donc ça, c'était déjà un apaisement, disons, une sorte de lien. Les relations se sont améliorées après la disparition de l'Union soviétique, où les Chinois ont compris que la Russie était quand même plus affaiblie, donc le dialogue était plus facile. Et après, effectivement, Poutine a poursuivi un peu ce mouvement. Et je vous rappelle aussi que pour les Jeux Olympiques de Pékin de 2008, Poutine est allé. Et il a quitté précipitamment parce qu'il y a la guerre en Géorgie. Mais bon. Et c'était pas Xi Jinping à l'époque. Non, c'était pas Xi Jinping, voilà. C'était Hu Jintao. Mais Hu Jintao assistait au défilé de la Place Rouge, comme Xi Jinping 10 ans après. Bon. Donc, ce que je pense, c'est qu'il y a des raisons profondes de rapprochement entre les deux gouvernements, entre les deux nations, fondées sur les raisons idéologiques, souvent. Il ne faut pas oublier que le Parti communiste chinois était une section de l'internationale communiste. Ils ont été pendant très longtemps sous la direction des Russes. Et les Russes étaient les maîtres, etc. Il y a des secrets entre eux qui se partagent depuis plus de 80 ans, que ce soit l'organisation du Parti communiste chinois, que ce soit l'organisation du service de renseignement chinois, etc. Et tout. Il y a des passerelles, des points communs, des choses extraordinaires qui font que vous avez une base, finalement, de compréhension mutuelle. Ils ont eu à peu près la même histoire terrible de purge, comme en 1937 pour les Russes, révolution culturelle pour les Chinois. C'est des points communs qui les rapprochent. Donc, il faut faire attention. Ils ont des régimes qu'ils ont choisis eux-mêmes. Les Soviets ont été une invention des Russes, et le régime chinois, ce n'est pas une puissance étrangère qui l'a imposé. Donc, ça fait une base fondamentale de rapprochement idéologique. Derrière ça, et j'en ai fini, excusez-moi, c'est de dire qu'aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est la réalité de la convergence des intérêts économiques. Ça, je suis persuadé. Ouais. C'est-à-dire c'est plus l'économie qui fait qu'ils sont complémentaires, et c'est ça la base, finalement, de leur rapprochement. Et on va voir si elle n'est pas devenue asymétrique, cette relation. Quelques éléments de rapprochement idéologique. En faveur de la Chine. On va y revenir. D'autres images que je voulais qu'on voit, c'est le Forum économique de Vladivostok, cette fois, 2018. Et alors là, c'est la franche camaraderie entre les deux. Vous allez voir, je ne sais pas si vous vous souvenez, monsieur l'ambassadeur, de ces images de Xi Jinping et Vladimir Poutine qui préparent des crêpes au caviar, qui trinquent à la vodka. Et ça, c'est Vladivostok 2018. Alors, vraiment des images très décontractées, d'espèce de nouvelle amitié, quand même.
Je ne veux pas offenser les médias, mais enfin, mais c'est une mise en scène, mais elle est intéressante à décrypter. Le président Xi Jinping soit allé danser la bourrée ou je ne sais quoi sur un sommet dans les Pyrénées en mangeant du fromage pyrénéen ne veut pas dire que nous sommes un partenaire stratégique de la Chine. Donc attention aux images. Bien. Attention aux images, mais il y a une mise en scène. Non, mais il y a une mise en scène, mais il y a d'autant plus besoin de mise en scène que je pense qu'en réalité, l'édifice est fragile. Excusez-moi. Ce qui compte dans le discours chinois que j'ai entendu hier et qui sera répété demain, c'est la Chine qui se part des plumes du paon pour dire « nous allons enfin conduire le monde à un nouvel ordre international ». Ça veut dire quoi ? Contre les Nations Unies ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous pensez une seconde que les Russes vont accepter d'aller définir avec les Chinois un ordre international qui ne serait pas celui dans lequel ils ont un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies ? Est-ce que vous pensez vraiment que tous les pays du Sud, y compris l'Inde, vont se ranger sous la bannière unique des Russes et des Chinois pour aller combattre l'Occident, c'est-à-dire en réalité les démocraties ? Parce que l'Occident, c'est aujourd'hui les démocraties européennes, américaines, y compris sud-américaines, et asiatiques, ce qu'on oublie un peu souvent quand même. Toute l'Asie n'est pas en dictature, heureusement. Donc moi, je n'y crois pas une seconde. Tout ça, c'est du théâtre, et il s'agit d'affirmer, parce que la méthode des pays autoritaires, c'est toujours la même. Je crée le rapport de force pour vous indiquer que ça n'est même pas la peine de vous rebeller, puisque j'ai déjà raison et j'ai déjà gagné avant même que vous commenciez à négocier avec moi. Le problème fondamental reste, excusez-moi pour l'instant, nous n'avons pas vu la moindre réaction américaine, à rien du tout, ce qui est un énorme problème. Parce que quand même, il est extraordinaire que les États-Unis, aient taxé à 50% les Indiens, et pour l'instant, pas les Chinois, et pas encore les Russes non plus, malgré les rodomontades de M. Trump. Donc nous verrons quand les Américains auront enfin essayé de définir une politique cohérente dans tout cela, mais pour l'instant, je pense qu'il y a beaucoup d'improvisation en Chine comme en Russie, et donc beaucoup de théâtre. Beaucoup de théâtre, Elena. Vous parliez tout à l'heure du forum économique de Vladivostok. Moi, j'avais profité de l'un de ces forums économiques de Vladivostok pour faire un reportage sur la stratégie russe de développement de l'Extrême-Orient. Parce que ce forum annuel, c'était avant tout une tentative... j'exagère un peu en disant désespérée, mais quand même très, très laborieuse de la Russie d'attirer des investisseurs dans l'extrême-orient russe. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune infrastructure, en fait. Donc, les Chinois, comme d'autres, comme les Sud-Coréens, etc., étaient extrêmement réticents. En fait, on signait dans ces forums des milliards et des milliards de roubles, d'euros, de dollars, de ce que vous voulez, d'accords cadres. Il y avait moins de 10% qui étaient réalisés derrière par des actions pratiques. Et les Chinois, en réalité, profitaient beaucoup des Russes parce qu'ils venaient, par exemple, prendre des matières premières, ils venaient acheter du bois en masse pour ensuite fabriquer des meubles et les revendre à la Russie. Voilà ce à quoi on assistait. Alors après, depuis 2022, par exemple, la Russie, de ce qu'en disent les Russes en tout cas, est le premier exportateur de pétrole et de gaz par tuyau en Chine. C'est le premier exportateur de charbon. Donc, j'ai l'impression quand même que depuis 2022, étrangement, les relations économiques et commerciales sont en train d'augmenter entre la Russie et la Chine par alliance idéologique, par tout ce qu'on veut, et par besoin évidemment de la Russie. Je serais curieuse de savoir dans quelle mesure est-ce que c'est toujours cette relation des Chinois qui continuent vraiment à profiter de la Russie, ou est-ce qu'il y a vraiment un développement de partenaires d'égal à égal qui se dessine ? Emmanuel Linco, est-ce qu'effectivement, avec la guerre en Ukraine, comme il y a des sanctions justement sur la Russie, est-ce que cette relation économique s'est développée, peut-être renforcée, mais au profit de la Chine un peu plus ? Est-ce que finalement la Russie devient une sorte de vassale de la Chine ? Oui, vous employez le bon mot. La Russie est vassalisée en effet, mais... ce qui me paraît important aussi à dire, c'est qu'il y a un effet de loupe. Évidemment, l'organisation de coopération de Shanghai, on a l'impression que c'est énorme, etc. On a même comparé dans certains journaux, que je ne mentionnerai pas, l'OCS à l'OTAN. Mais en fait, ce n'est pas du tout le comparable. Cas. L'Organisation de coopération de Shanghai n'a aucune force de projection, n'a jamais été capable, par ailleurs, d'enrayer les crises entre les États membres de la dite organisation. 2 exemples. Au Cachemire, en avril 25, donc récemment, entre Indiens et Pakistanais, il n'y a eu aucune réaction, évidemment. Non plus qu'en 2004, au Kirghizistan, dans la ville de Osh, quand la minorité ouzbek a été martyrisée par les Kirghizes. Aucune réaction. Bon, donc c'est une puissance fragile. Et pour paraphraser Mao Tse-tung, c'est un géant au pied d'argile.
qui, le géant pied d'argile? La Chine L'OCS. ou l'OCS? Donc cette enceinte, enfin ce forum, on ne sait pas comment, cette organisation. En revanche, il y a tout de même intéressant, Xi Jinping a annoncé tout de même qu'il voulait créer une sorte de banque au sein de l'OCS qui ferait un peu concurrence au FMI. Ça rappelle la Banque du Sud aussi, d'ailleurs, dans les pays, au sein des pays d'Amérique latine. Est-ce que ça, c'est possible économiquement? Il y a déjà une banque de développement qui est en dehors de la Banque de développement asiatique, qui a été à l'initiative de la Chine, dans laquelle la France est actionnaire, l'Angleterre aussi, tout le monde est actionnaire, d'une banque de développement pour le sud-est asiatique et pour l'Asie. Donc, quand les Chinois... alors, une chose importante, c'est quand même dire que les Chinois font beaucoup de commerce bilatéraux avec tous les pays de la région, souvent en monnaie locale. Je crois que 90% du commerce avec la Russie se fait en rouble et en yuan. Ça veut dire qu'effectivement, c'est un ensemble. Et en yuan, oui. Voilà, en yuan. Donc, moi, personnellement, je vois effectivement la réalité. C'est-à-dire que quel que soit le narratif qu'on veut appliquer, auquel on veut croire, qu'on veut continuer à développer, c'est une chose. La réalité objective de l'économie fait que finalement, il y a des intérêts convergents. D'une part... Est-ce que c'est au détriment de la Russie? Non, depuis la guerre en Ukraine. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très nettement en faveur de la Russie. S'ils bradent leur pétrole... Non, mais d'un autre côté, je vais dire, les Russes troquent leur marché de l'automobile, etc., contre, effectivement, de l'argent chinois, éventuellement, dans le fonds souverain, parce que c'est Dmitriev, je crois, l'homme de main qui négocie avec Witkoff sur l'Ukraine. Il vient de déclarer, il est à Pékin, que les Chinois mettent de l'argent et financent une 50aine de projets industriels en Russie. En plus, on sait que les Chinois ont été invités par les Russes à participer au développement de l'Arctique. Oui, donc là, on parle bien des Chinois et non pas des Russes. C'est ce qu'on a l'air de dire quand même, Jean-Paul Chang. C'est quand même eux c'est Monsieur l'ambassadeur. Parce que les Russes obtiennent des capitaux qu'ils n'ont pas. Juste un point. Moi, je suis assez d'accord pour dire qu'il faut regarder la réalité. Tous les pays du monde cherchent à développer leurs relations commerciales et d'investissement avec tous les pays du monde. Donc, si on compare ce qui se fait entre la Chine et la Russie, il faut le comparer avec ce qui se passe entre... Je rappelle qu'avant la guerre en Ukraine, quand même, l'Union européenne était le premier partenaire commercial de la Russie, de la Chine et des États-Unis. Donc, pardon, excusez-moi. Alors, mais c'est important parce que du coup, sur l'Union européenne... il faut dissocier de mon point de vue par rapport à ces organisations qu'adore créer la Chine, qui a déjà créé des centaines d'institutions fondées en Chine, qui montrent bien que ce qu'elle veut, ça n'est pas le multilatéralisme, mais ce que j'ai appelé le multibilatéralisme, c'est-à-dire des relations bilatérales avec tout le monde. Y compris avec Poutine, donc. N'oubliez pas, ce sont des organisations économiques. Regardez ce qui s'est passé avec les BRICS. La Turquie a refusé de rentrer dans les BRICS. L'Argentine a refusé de rentrer dans les BRICS. 10 pays ont refusé de rentrer dans les BRICS. Ça en dit quand même quelque chose. Bien, sur l'organisation de la coopération de Shanghai, vous pensez vraiment qu'une organisation dans laquelle se trouvent à la fois l'Inde et le Pakistan va devenir une organisation politique, où vous avez également la Chine, où vous avez l'Inde et la Chine en même temps, alors qu'ils continuent à se battre tous les jours, malgré la poignée de main qui a eu lieu entre M. Modi et M. Xi Jinping. Donc ce ne sont pas des organisations politiques. Et dernier élément que je voudrais souligner quand même, n'oubliez pas 2 éléments importants. La Russie n'a jamais adhéré à l'initiative Ceinture et Route. Les nouvelles routes de la soie. La Russie n'en fait pas partie. Il y a un seul projet qui concerne la Russie dans tous les milliers de projets chinois au titre de Ceinture et Route. Deuxièmement, est-ce qu'ils ne sont pas rivaux là-dessus? Il y a des millions de Chinois qui vivent en Russie de manière illégale, en Extrême-Orient et en Sibérie, qui sont passés de l'autre côté, qui, grâce à la corruption généralisée de la Russie, vivent très bien avec des gouverneurs qui les acceptent, etc. Dernier point, n'oubliez pas que quand la Chine crée une banque, le résultat, c'est un surendettement colossal. Regardez ce qui s'est passé avec la banque de Ceinture et Route. La moitié de l'Afrique est surendettée vis-à-vis de la Chine et ne peut pas rembourser sa dette. Une réaction peut-être, Elena Voloshin. En tout cas, ce qui est intéressant sur encore ce rapport économique, c'est peut-être aussi en Asie centrale. La Chine gagne quand même vraiment du terrain en Asie centrale. Et là, c'était a priori plutôt les terres de Poutine. Oui, non, mais c'est clair qu'il y a une rivalité, qu'il y a une méfiance mutuelle derrière les connivences idéologiques, derrière les images, derrière ce qui est affiché. C'est clair que la Russie
à la fois est complètement dépendante depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, parce que c'est son principal partenaire économique et commercial, et de l'autre côté, évidemment, la Russie sait que la Chine a investi sur tous les plans, et que ce soit au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, au Tadjikistan, enfin la Chine est extrêmement présente, et effectivement, ce sont les terres et les chasses gardées de Vladimir Poutine, mais alors là, Vladimir Poutine n'a vraiment absolument pas la main, parce qu'il ne peut pas se permettre d'entrer en rivalité avec les Chinois, et certainement pas une confrontation politique. D'un point de vue politique, lorsque justement Pékin, Xi Jinping montre bien tout de même à Vladimir Poutine qu'il exerce une forme de solidarité auprès de lui dans ce conflit en Ukraine, est-ce que c'est pour lui dire aussi, bon, le jour où ça arrive à Taïwan, il faut que tu sois derrière moi? Est-ce qu'il y a un peu cette espèce de volonté en fait de donnant-donnant? Bien sûr, c'est une solidarité intéressée, ça c'est clair, avec, on l'a rappelé plusieurs fois, une relation profondément asymétrique. Et peut-être ce que recherche Xi Jinping depuis ces derniers jours, c'est un soutien logistique russe pour une opération amphibie contre Taïwan. Allez savoir. Parce qu'on voit bien justement que dans leur velléité de retour impérial, il y a une volonté de repousser les limites, précisément. Et donc, le coup de force contre Taïwan, bon, alors on a des arguments pour ou contre, mais quand même, ça se profile à l'horizon. Vous dites que ça se profile à l'horizon. Alors évidemment, Jean-Paul Chang n'est pas du tout d'accord avec vous là-dessus. Vous dites qu'ils ne vont pas intervenir militairement, ils n'y ont pas intérêt. Je veux dire, la situation... mais de toute façon, il aura besoin d'un soutien de la Russie. Oui, mais les Russes ont déjà déclaré, je ne sais combien de fois, qu'effectivement, ils reconnaissent la position chinoise sur Taïwan, et donc ils seront derrière Xi Jinping s'il y a une intervention militaire. Mais ils ont même réaffirmé ça pour faire plaisir aux Chinois il y a quelque temps, je crois, effectivement, sans que les Chinois la demandent d'ailleurs. Bon. Mais non, sur Taïwan, c'est un autre sujet, mais disons que l'évolution de la situation politique à l'intérieur de Taïwan est quand même très intéressante, et que on va voir demain la présence quand même de l'ancienne présidente du Kuomintang dans la tribune officielle à Pékin, ainsi qu'un certain nombre de gens de Taïwan qui sont présents donc la situation le Kuomintang qui est le parti proche de Pékin à Taïwan. Oui, enfin bref, qui n'est pas pro-Pékin par rapport à l'autre, qui n'est pas indépendantiste comme le DPP. Mais voilà, donc on a une évolution. Je continue à croire qu'il n'y aura pas d'extrémité dans l'action chinoise vis-à-vis de Taïwan encore pour un bon bout de temps. Quoi, voilà. Jean-Maurice Ripert, un mot sur l'Europe, puisque vous le mentionnez. Évidemment, avec cet affichage, tout de même, les Européens qui commencent à douter tout de même des capacités commerciales, je dirais, win-win, c'est-à-dire qu'ils soient gagnants des deux côtés. La Chine va commencer à avoir de vrais problèmes en Europe ou pas, justement? Ce sera lié à cela? Pas pour l'instant, parce que les Chinois probablement se préparent à compenser de futures taxes américaines si elles arrivent. Il leur faudra au contraire augmenter leur pression commerciale sur des partenaires puissants, contrairement à la Russie. Donc la dimension morale de l'Europe, la Chine ne cherche pas à détruire l'Europe, contrairement à la Russie. La Chine a besoin du grand marché. Pour des raisons économiques et financières, ça me paraît une évidence. Jusqu'où est-ce qu'elle est prête à aller? Écoutez, on connaît tous le travail des influenceurs chinois en Europe. Ça montre assez combien la Chine est intéressée par l'Europe. Si vous voulez, je pense que la Chine a quand même des lignes rouges au-delà du théâtre auquel nous assistons. C'est que pour l'instant, elle ne veut pas trop fâcher les Américains puisqu'elle n'a pas encore été taxée, donc elle veut éviter le pire. Et deuxièmement, elle ne veut pas se couper du grand marché européen. C'est pour ça qu'elle danse une espèce de danse du ventre un peu étrange quand elle, mais ça c'est l'habitude chinoise, selon l'interlocuteur avec lequel elle parle. Donc ça veut dire qu'elle, oui, elle ne veut pas se couper de l'Occident tout en affichant un anti-occidentalisme évident lors de cette réunion. Oui, elle ne veut pas. Oui. C'est ce qui différencierait peut-être, Elena, Poutine de Xi Jinping, finalement. C'est cette relation avec les pays européens, avec les États-Unis. Alors, Poutine, justement, comment voit-il Xi Jinping? Est-ce qu'il pense que, finalement, Xi Jinping est plus fiable que Trump ou que Trump est plus fiable que Xi Jinping? On pourrait se poser la question. Poutine voit avant tout Xi Jinping comme quelqu'un qui va lui donner l'opportunité de dire ce qu'il a à dire, de se réhabiliter sur la scène internationale. Encore une fois, moi, je retiens une chose, c'est que Vladimir Poutine, qui arrive lors de l'ouverture
de cette réunion et qui dit il euphémise la guerre en Ukraine en l'appelant une crise. La crise n'est pas survenue à cause de l'attaque de l'Ukraine, mais par la Russie, mais à cause du coup d'État en Ukraine sponsorisé par les Occidentaux. Bon, et là, évidemment, il n'est absolument pas contredit, Vladimir et Xi Jinping, de renchérir que tout comme la Russie, la Chine est un pays qui défend la justice internationale et la vérité. Bon, là, il y a quand même une réalité parallèle qui est promue par du monde, qui est promue par ces deux puissances, avec toutes les autres qui sont assises autour de la table. Donc voilà, pour Vladimir Poutine, c'est ça, c'est la possibilité de dire haut et fort sur la scène internationale sa réécriture de l'histoire, sa vision du monde, et derrière d'essayer autant que faire se peut de courtiser la Chine. Mais d'ailleurs, en parlant du fait de courtiser, moi je constate aussi que quand même aujourd'hui on est dans une situation où on a entre Donald Trump et les États-Unis et la Chine et Xi Jinping en Chine, deux puissances qui essayent elles aussi d'attirer la Russie dans leur giron, quoi. C'est-à-dire parce que Xi Jinping n'a aussi pas du tout intérêt de cette nouvelle alliance qui est en train de se dessiner entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Et donc là, on est quand même passé d'une situation où en 2022, on était tous sous le choc de « oh là là, la Russie a envahi l'Ukraine » à Vladimir Poutine qui est maintenant le choix de qui sera son meilleur allié. Est-ce que ce sera Donald Trump ou est-ce que ce sera Xi Jinping? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui, on cherche toujours dans ces affaires le troisième homme. Et j'en parlais en introduction, c'est l'Inde qui évidemment, son dirigeant est furieux par rapport aux déclarations de Trump que de vouloir taxer les importations indiennes de 50%. D'où sa présence. D'où sa présence. Enfin, de toute façon, elle était prévue. Elle y était prévue. Puisqu'il est membre depuis 2017 de l'Organisation de coopération de Shanghai. Mais évidemment, cet incident, je dirais, diplomatique créé par les États-Unis à l'encontre de l'Inde pousse l'Inde dans les bras de la Chine. Maintenant, faut-il y voir une tripolarité naissante, comme l'espérait Eugénie Primakov, notamment Moscou, Pékin, New Delhi? Ça, c'est très fragile, parce qu'il faut bien rappeler qu'entre la Chine et l'Inde, vous avez des pierres d'achoppement qui sont particulièrement nombreuses. Les conflits frontaliers, la question du Tibet et du Dalai Lama, qui n'est pas une question marginale, et enfin, la construction du grand barrage sur le fleuve Yarlung. Il faut rappeler que Modi a fait une escale au Japon avant d'aller à Tianjin. Tout à fait. Eux, ils sont sur le non-alignement, a priori. Non, mais parce qu'ils font partie aussi d'organisations qu'on appelle Euro-Pacifique, Euro-Asie-Pacifique, dans lesquelles il y a les États-Unis, il y a l'Europe, il y a le Japon, il y a la Corée du Sud, il y a l'Australie et il y a l'Inde. Et donc, là encore, Modi joue sur tous les tableaux à la fois. Il rappelle aux Chinois que c'est pas parce qu'il est allé à Tianjin que c'est fini et que embrassons-nous Folleville. Ça, je crois que c'est clair. Le message était clair, à mon avis. Manifestement, c'est le mot de la fin. C'est ce qu'on me dit, en tout cas, dans l'oreillette. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Jean-Maurice Ripper. Jean-Paul Chang, merci d'avoir participé à l'émission. Emmanuel Linco, Elena Voloshin. Et merci à vous tous deux de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à demain.